Très bien pour la dernière fois, si le monde arabe était une famille. Vous savez, il y a les Arabes stars de cinéma, il y a l'équipe du country club du CCG, les Afro-Arabes, les incroyables Amazighs. Tout le monde aime Oman. C'est comme la grand-mère joyeuse qui te nourrit. Personne ne comprend ce que dit le Maroc. Et puis, il y a le Yémen qui, ne rentre vraiment dans aucun de ces groupes parce que techniquement, sans lui, aucun autre arabe n'existerait même. Bienvenue dans notre dernier et ultime pays arabe, le Yémen. Il est temps d'apprendre la géographie maintenant. Salut tout le monde, je suis votre hôte Barbie. Procurez-vous vos produits Geography Now comme ce t-shirt Geography Now ou cette tasse Geography Now sur geographynow.com. Ce n'est pas vendre son âme si c'est ta marque. Mini Barbie est maintenant sur figim.com en figurine. Attention, Mini Barbie n'est pas une figurine de collection, mais un compagnon de voyage. Emmenez ce gars partout, prenez des photos et vidéos de lui. Où voudriez-vous emmener Mini Barbie? Achetez-en un. Envoyez-moi une photo et je la publierai sur les réseaux sociaux. Je vais le mettre dans sa maison, dans la tasse, puis la ranger. Franchement, je ne vois pas de meilleure façon de finir notre dernier pays arabe que par celui où tout a commencé pour les Arabes. Nous terminons exactement là où tout a commencé. D'accord, donc oui, le Yémen a fait la une de l'actualité mondiale ces derniers temps. Mais très peu de gens prennent le temps de vraiment plonger et de regarder ce pays incroyablement riche, mais souvent déroutant et complexe à plusieurs niveaux. Avec une histoire qui remonte à environ 7000 ans, et beaucoup de choses se sont passées en termes de souveraineté pendant ces 7000 ans. Regardons la carte maintenant, d'accord ? Maintenant, cela devient si compliqué que nous allons devoir interrompre l'animation graphique en deux parties. Donc tout d'abord, première partie, les bases. Le Yémen se trouve au sud-ouest de la péninsule arabique, à la frontière d'Oman et de l'Arabie saoudite, avec des côtes et îles sur la mer Rouge, le détroit de Bab el-Mandeb et le golfe d'Aden, relié à l'océan Indien près de la Corne de l'Afrique. La plus grande île, et probablement la plus célèbre, est Socotra, qui est techniquement considérée comme faisant géographiquement partie de l'Afrique, ce qui ferait du Yémen une nation bicontinentale. Maintenant, c'est là que les choses se compliquent. Sur le papier, la capitale constitutionnelle du pays est Sanaa, située dans la partie nord-ouest du pays. Le pays est divisé en 20 et un gouvernorat et une municipalité, Amnat al-Asima, qui correspond essentiellement à la zone métropolitaine de Sanaa. Elle n'appartient à aucun gouvernorat, bien qu'entourée par celui de Sanaa dont elle est la capitale, restant une entité distincte. Vous comprenez? D'accord. Ne posez pas de questions. Passons. Après Sanaa, les deuxième et troisième plus grandes villes sont Taïz et Al-Hodeïda. L'aéroport international de Sanaa, le plus grand du pays, assurait 80% des vols intérieurs et 87% des vols internationaux. Cependant, depuis le début du soulèvement Houthi de 2014, l'aéroport a subi d'importants dégâts et n'a rouvert aux vols commerciaux qu'en mai 2022, avec un seul vol desservant la Jordanie. La majorité des vols internationaux ont été redirigés vers Aden, quatrième ville du pays, et principal port maritime sur la côte sud. Et c'est là que le gouvernement yéménite, reconnu internationalement, a été transféré. Le pays ne possède aucune ligne de chemin de fer, et les seuls autres moyens de transport terrestre sont les vastes réseaux routiers qui desservent toutes les régions du pays. Cependant, vous remarquerez que la plupart d'entre eux se trouvent dans les régions nord-ouest du pays, où environ 88% de la population vit. Depuis le soulèvement des Houthis, de nombreuses routes sont bloquées depuis le début du conflit. Donc, premièrement, Sanaa est aussi connue sous le nom de ville de Sam, car on croit traditionnellement que Sam ou Sem, le fils de Noé dans la Bible et le Coran, était le fondateur de la ville. Deuxièmement, Aden était la seule véritable colonie britannique dans le monde arabe. Croyez-le ou non, les Britanniques et les Français n'ont-ils pas beaucoup colonisé cette région après la chute de l'Empire ottoman? Techniquement, ils avaient un rôle de présence autoritaire, mais beaucoup de gens ici vous rappelleront qu'il s'agissait de protectorat et de mandat, pas de colonie. Il y a une légère différence. Quelle est la différence ? Je vais te protéger tant que nous nous mettons d'accord sur certains points concernant le rôle que je joue dans ta politique étrangère et tes services. Et tu conserves tout de même une certaine souveraineté. Tu es une terre saisie à un ancien empire que je suis chargé d'administrer dans l'intention de t'accorder inévitablement l'indépendance lorsque le moment sera venu. Oh, tu m'appartiens carrément. Voilà, et toi, d'accord, donc maintenant tu es probablement un peu confus. D'accord, bon, qu'est-ce qui se passe? D'accord? Certaines parties du pays sont fermées. Soulèvement des Houthis en 2014 et Aden est considéré un peu comme une... Est-ce que c'est considéré comme une nouvelle capitale? Par qui? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu dois comprendre quelque chose. La majeure partie de l'histoire du Yémen s'est déroulée sans qu'il soit unifié comme sur la carte actuelle. La chose la plus proche d'un moment d'unification historique pour le Yémen d'aujourd'hui serait probablement le royaume himyarite, vers 100 avant Jésus-Christ. Historiquement, le Yémen, tout comme le reste du monde arabe, était divisé entre de nombreux clans et sociétés tribales. Pour faire court,
Pendant une grande partie de leur histoire, il y a toujours eu plus ou moins une division nord-sud, même avant le colonialisme. Si, comme moi, vous avez besoin de visuels pour apprendre parce que vous avez une capacité d'attention très courte, vous avez de la chance. Graphique animé numéro 2. Voilà l'explication. Ces 6 gouvernorats ont eu des liens plus étroits, tandis que les 15 autres du nord-ouest géraient leurs propres affaires. Revenons à la période contemporaine. Le Yémen appartenait à l'Empire ottoman. Après sa chute, le nord passa au royaume mutawakilite, le sud devint protectorat britannique, puis colonie en 1962. Le nord du Yémen renverse sa monarchie et devient une république, tandis que le sud devient indépendant et communiste. Ainsi, ils sont les premières et seules républiques de la péninsule arabique. Enfin, en 1990, après près d'un siècle de séparation totale et d'idéologies politiques distinctes, ils décident de s'unifier pour former un seul Yémen. Cela n'a duré qu'1 an avant que l'assassinat d'opposants ne déclenche une guerre civile et aggrave les tensions. En 2011, lors du printemps arabe, le Yémen a participé et la situation politique est redevenue tendue. En 2013, un dialogue national parrainé par l'ONU a proposé que le pays soit divisé en 6 régions fédérales, ce qui a été rejeté par les séparatistes du Nord et du Sud. En 2014, la majorité chiite zaïdi s'est organisée. Les Houthis ont contesté le gouvernement central et formé le comité révolutionnaire Houthi, remplaçant le gouvernement yéménite, reconnu internationalement. Le gouvernement s'est alors installé à Aden, dans le sud. En 2015, une 3e faction, le gouvernement de transition du Sud, s'est séparé du gouvernement central. Pendant ce temps, Tariq Saleh, neveu de l'ancien président, dirigeait sa faction ayant pris la majeure partie de la côte ouest. En 2020, les 3 factions se sont réunies et ont formé le Conseil présidentiel de direction, reconnu internationalement comme le nouveau gouvernement du Yémen. C'est vraiment complexe. Beaucoup de Yéménites ignorent encore aujourd'hui ce qui se passe ou qui contrôle quoi. Ils veulent juste, vous savez, vivre leur vie, travailler, dormir et peut-être se détendre à la maison en mâchant un peu de cat, et c'est tout. On va parler du cat plus tard, vous allez voir. C'est compliqué car de nombreux câbles internet mondiaux reliant 3 continents passent pas par le détroit de Bab el-Mandeb et une grande partie des routes commerciales de la mer Rouge y passe aussi. Le nord du Yémen est réputé pour attaquer les navires qu'il juge ennemis dans ses eaux. Ainsi, en 2018, l'ONU a négocié un cessez-le-feu sur le port de Hodeïda, principal port du nord du Yémen. Voilà donc la situation actuelle, en 2024. Bien sûr, les choses peuvent évoluer avec le temps et les informations de cette vidéo pourraient devenir obsolètes. Mais le fait est que, d'un point de vue géopolitique, le Yémen se trouve actuellement dans une situation assez compliquée. Néanmoins, malgré toutes ces complications, le Yémen reste une terre qui possède de nombreux sites mondialement connus. Aucun conflit ne peut détruire leur patrimoine. J'ai donc demandé à un géographe yéménite d'expliquer. Je te laisse la parole. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Muhammad Al-Jahmi. Salut à tous, je suis Muhammad Al-Jahmi et je vais vous parler des lieux célèbres du Yémen. Bien sûr, comme Barbs l'a déjà expliqué, il y a actuellement une situation compliquée entre le nord et le sud du Yémen. Donc, il se peut que vous ayez besoin des papiers appropriés pour visiter ces endroits. Si vous êtes un étranger, gardez cela à l'esprit. Il faut d'abord comprendre que le Yémen est un pays historique. Ici, tout s'enracine dans une culture millénaire. Aujourd'hui, le Yémen compte 5 sites au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais il devrait y en avoir davantage. La première est la ville historique de Zébed, célèbre pour ses bâtiments en briques sculptées, ses mosquées et son université islamique. Elle fut l'ancienne capitale du Yémen. Les monuments du royaume antique de Céda et Madib, qui remontent à 1000 ans avant JC, c'était la demeure de la reine de Saba, ou en arabe, nous disons Bilis. Passons maintenant à la vieille ville de Sanaa, qui est la capitale moderne du Yémen avec ses bâtiments médiévaux décorés. Lorsque vous cherchez vraiment des images de Sanaa sur Google, vous auriez du mal à croire que ces bâtiments ont été construits sans excavatrice ni grue. Shabam, je suis sûr que tout le monde a entendu parler de cette ville, son surnom est le Manhattan du désert. Encore une fois, c'est quelque chose qui devrait vous impressionner lorsque vous cherchez des images sur Google. Il y a des centaines et des centaines d'années, ils ont construit cela sans la technologie moderne. Et bien sûr, probablement, l'archipel de Socotra, site naturel célèbre du Yémen, abrite des espèces végétales uniques. Mais honnêtement, la plus belle chose à voir au Yémen reste la vie quotidienne des habitants. Allez dans les marchés, explorez les ruelles étroites de Bab el, au Yémen, qui est la porte du Yémen, profitez de vous asseoir sur les toits, savourez un café, le Yémen ne vous décevra pas. Oui, c'est à peu près tout. Découvrez le Yémen, je vous aime les barbes. Merci. C'est incroyable de voir ce que l'innovation humaine ancienne a pu créer avec ses ressources naturelles. Et en parlant de ressources naturelles, passons au segment suivant. Souvent, quand on pense à la péninsule arabique, on imagine seulement du sable. Pourtant, il y a bien plus à découvrir. Pour découvrir ce que le Yémen offre, regardons le graphique animé. D'abord, vu d'en haut,
Deux choses sautent aux yeux. Une grande partie est composée de terres sèches et arides. Et deuxièmement, c'est presque comme si tout le pays avait une chaîne de montagnes qui forme un angle droit parfait en suivant les contours du pays. Cet angle droit est formé par les chaînes de montagnes Sarwat, Hadramat et Al-Mara, et le sommet le plus élevé du pays, Jabal al-Nabi Shu'aib, se trouve dans la chaîne du Sarwat, non loin de la capitale Sanaa. Les crêtes rejoignent des zones côtières plates près de la mer, comme la côte de Hadjramat au sud-est et la Tihama sur la mer Rouge dans la chaîne de Sarwat. Vous pouvez aussi voir le plus grand plan d'eau intérieur, le réservoir de Mari, formé par le barrage de Marib. Bien que la plupart des rivières du Yémen soient des oueds saisonniers, quelques-unes sont permanentes, comme la rivière Massila, la plus longue, qui reste généralement pleine et se jette dans le golfe d'Aden. À partir de là, le reste du pays est composé de zones désertiques arides, pour la plupart inhabitées, autrement dit. Les déserts de Ramiyat, As-Sabatan et Rub al-Khali, ou le Quart vide. Certaines îles du Yémen sont volcaniques, comme Jabal al-Tahir qui a connu une éruption en 2007. Gardez aussi à l'esprit que l'archipel de Socotra, formé de 4 îles principales, est relié à la Corne de l'Afrique par la plaque somalienne, séparée seulement par le détroit de Garafoui. Elle n'est pas volcanique, mais possède certaines des espèces endémiques les plus isolées et uniques dont nous parlerons plus tard dans cet épisode. Alors restez avec nous. Oui, je sais, nous allons parler de l'île de Socotra. Je sais que vous attendez tous ce moment, ce sera dans la partie de Caleb. Attendez un peu, d'accord? Restez à l'écoute. Le Yémen n'est pas seulement un désert aride, on y trouve aussi beaucoup de verdure, des terres agricoles en terrasse et même des cascades. Si vous allez assez loin, vous verrez des merveilles. D'ailleurs, c'est souvent à ce moment que je prends ma pause espresso triple, mais Noah était trop occupé pour cela. Je vais juste remplacer Noah pour sa partie. Désolé Noah, mes co-animateurs ont une vie et des choses à faire, d'accord? Très bien. En raison de divers facteurs ayant déstabilisé leur situation, le Yémen est aujourd'hui le pays au PIB et aux revenus moyens les plus bas de la péninsule arabique et l'un des plus faibles du Moyen-Orient. Mais voyez-vous, ils ont tout ce qu'il leur faut pour avancer. C'est juste le système complexe et changeant de multiples bureaucraties qui gâche tout. Par exemple, ils détiennent plusieurs champs pétrolifères, tels que Marib et Mazila, capables de satisfaire la demande intérieure et l'exportation. Le problème est que le grand champ de Marib est situé à la frontière des lignes de conflit, avec de nombreux oléoducs traversant la zone. L'un va jusqu'au port de Rassiza, l'autre jusqu'à Bir Ali et Balaf. Vous pouvez imaginer à quel point cela peut compliquer les choses sur le plan économique lorsqu'il y a une impasse intérieure. Et voilà le problème. Tout a dérapé seulement 3 mois après l'unification. C'était comme... Bravo pour l'unification du Yémen. Vous êtes enfin un seul pays. Oh. Et tu as entendu parler de cette guerre? L'Irak essaie d'envahir le Koweït, mais on soutient totalement le Koweït. N'est-ce pas? On soutient le Koweït, non? N'est-ce pas? Beaucoup diront que c'est probablement à ce moment-là que tout a commencé à déraper pour eux. Peu après, l'Arabie Saoudite a expulsé plus d'1 million de travailleurs yéménites et, avec d'autres pays arabes, a supprimé d'importants programmes d'aide dont ils dépendaient. Ajoutez à cela encore quelques sécheresses, des conflits internes, et bam, vous obtenez une situation plutôt défavorable. Cependant, les Yéménites ordinaires de tout le pays ont appris à résister au chaos qu'ils n'ont jamais voulu. L'agriculture et la pêche restent des secteurs importants, constituant la deuxième source d'exportation après le pétrole. Et en ce qui concerne l'agriculture, il faut comprendre que les Yéménites sont un peu obsédés par le katé. Qu'est-ce que le katé? Parfois on l'écrit aussi avec un Q qui fait ce son en arabe, comme vu dans l'épisode sur le Qatar. Bref, le kat est une plante dont les feuilles sont mâchées et utilisées comme un stimulant récréatif léger. Il est populaire en Afrique de l'Est et au Yémen, et selon le yéménite Jagarpip Saleh, à peu près 90% des gens ici en consomment. Le kat est tellement populaire que certaines personnes se plaignent qu'il y en a trop qui poussent et que cela utilise les réserves d'eau, alors que l'eau pourrait servir à cultiver d'autres cultures commerciales, comme le café ou les céréales. Et laissez-moi vous dire quelque chose à propos du café. Oui, le café est originaire d'Éthiopie, mais le Yémen a été le premier endroit documenté à l'avoir vraiment cultivé et produit dans ces hautes terres. En fait, c'est même ainsi que le mot Arabica a obtenu son nom. Il a été cultivé en Arabie, et une grande partie était transportée jusqu'au port de Mocha, d'où vient le mot mocha. À partir de là, il est devenu un phénomène mondial. Et un autre phénomène au Yémen, c'est l'incroyable flore et faune que l'on peut trouver ici. Sur ce, passons à la rubrique animalière avec notre correspondant animalier Caleb Ourat. Quel pays allons-nous découvrir aujourd'hui? Oh, c'est un retour en arrière. Je ne peux plus refaire ça. Passons donc directement au site naturel emblématique du Yémen, l'île de Socotra.
Cet endroit est tellement renommé que même pendant les années de conflit, il y a toujours un certain niveau de tourisme. Socotra est donc un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et en raison de son isolement extrême, les îles ont pu abriter certaines des espèces de plantes endémiques les plus fascinantes de la planète, ce qui lui vaut le surnom de joyau de la biodiversité de la mer d'Arabie et de endroit le plus extraterrestre de la planète. La plupart des arbres et des arbustes sont adaptés à la topographie sèche et aride du karst calcaire de l'île et possèdent donc des troncs épais et lourds ainsi que des branches fines. Personnellement, je trouve qu'ils ressemblent presque à des calmars géants à l'envers, un peu comme les cheveux de Paul, et à des pieuvres qui sortent du sol. Dans tous les cas, ça c'est juste l'île de Socotra. Le continent a aussi beaucoup d'animaux. Plus de 460 espèces d'oiseaux ont été observées et il y a aussi énormément de mammifères. Babouins, hamadryas, chats des sables, hyènes rayées, gazelles de montagne et le léopard d'Arabie en danger critique d'extinction. Il n'en reste qu'environ 70 à l'état sauvage. Heureusement, il existe un programme d'élevage en captivité au zoo de Taïz qui vise à aider à repeupler l'espèce et à les réintroduire dans la nature lorsque le moment sera venu. Bien sûr, le terrain du Yémen est également l'habitat parfait pour les reptiles, comme le cobra arabe, la vipère cornue, la vipère heurtante et bien sûr les tortues casquées africaines. D'autres tortues marines fréquentent aussi plusieurs de ces plages. Très bien, voilà votre aperçu des animaux du Yémen et j'ai fini de lire le prompteur pour ma partie. Merci les gars. Oh, encore un bon clin d'œil. Retour en arrière, mais tu ne le renvoies toujours pas. Tu n'as toujours pas le droit. Oh mon genou! J'adore que tu portes des tongs avec des chaussettes. Joe, regarde, faut que je montre ça. C'est un de ces jours-là. Merci Caleb. Encore une petite anecdote intéressante, grâce à son relief favorable, le Yémen est le pays qui produit le plus de fruits tropicaux de toute la péninsule arabique. Ces fruits sont présents dans divers plats de la cuisine yéménite, uniques et variés. Pour en parler davantage, voici l'un de nos spécialistes yéménites en géographie. À toi la parole. Salut! Bonjour à tous, je m'appelle Ahmad. La nourriture au Yémen est très délicieuse. D'abord, il faut comprendre qu'il existe de nombreuses cuisines régionales au Yémen. Mais généralement, il est probable que vous soyez servi lors d'un repas pris en commun avec de grands plateaux dont plusieurs personnes se partagent la nourriture. Et le déjeuner est le plus grand repas de la journée. Vous verrez beaucoup de bœuf, de poulet et d'agneau, nos viandes préférées. Sur la côte, il y aura davantage de fruits de mer. Au petit déjeuner, nous mangeons généralement léger, peut-être juste quelques dattes ou des œufs avec du pain plat et un peu de café. Les Yéménites adorent leur café. Nous aimons aussi le thé. Nous avons même un thé au lait spécial appelé Adani, une de nos spécialités. Ensuite, quand vient l'heure du déjeuner, on se lâche. Nous adorons nos ragoûts de viande et le riz. Des plats comme la fassa, la tariza, le hanit, la kebsa, le mendi, le samak mouva, le chifout et le zorbian. Mais notre plat national est probablement la selta, qui est un ragoût préparé avec de la viande, des œufs, du fenugrec, des piments, des pommes de terre, des tomates, de l'ail et d'autres légumes, et parfois même du riz. Les Yéménites cultivent et consomment généralement plus de fruits tropicaux, comme mangue et papaye, que leurs voisins arabes, ces fruits étant cultivés à Al-Heda, dans l'ouest du Yémen. Et nous cuisinons généralement plus épicé que nos autres voisins arabes. Allons droit au but. Le Yémen a une histoire très ancienne. Selon la tradition, les Arabes affirment qu'Ismaël, le premier fils d'Abraham dans la Bible et le Coran, a épousé une femme de la tribu Jurum. Et finalement, à travers eux, les Arabes Qatanites, c'est-à-dire les Arabes originels, sont nés et ils étaient au Yémen. Bien que certains disent que ce n'était pas Ismaël, d'autres disent que c'était Jokshan, son demi-frère. Mais qui sait, les histoires de lignées au Moyen-Orient, elles deviennent tellement compliquées. Le Yémen serait aussi le berceau du royaume de Saba, qui aurait inclus des régions d'Afrique de l'Est, d'où la revendication éthiopienne de la reine de Saba citée dans la Bible. Ils affirment qu'elle a eu un enfant avec le roi Salomon, Ménélik, premier empereur d'Éthiopie. Franchement, on dirait que chacun veut s'approprier une sorte d'histoire d'origine venue du Yémen. C'est comme si le Yémen était le pays d'origine. C'est fou. Eh bien, sur ce, passons au graphique démographique et voyons comment se répartit la population du Yémen moderne, d'accord ? Le pays compte environ 34 millions d'habitants et a plus de tribus et de groupes claniques que tout autre pays arabe, entre 200 et 400 selon la distinction entre tribus et clans. À ce stade, les statistiques deviennent complexes, car le Yémen ne considère pas l'ethnicité dans son recensement. Chacun est généralement considéré comme arabe, mais l'accent est mis sur les affiliations tribales et claniques, représentant selon certaines études environ 85% de la population. Certaines de ces tribus incluent les plus grandes et les plus prédominantes, à savoir les tribus Hachid, Bakil, Zaidi, Majaj, Kinda, Himyar et Hadramout. Ensuite, il devient difficile d'estimer précisément et les frontières sont floues,
Mais dans les grandes lignes, environ 10% sont considérés comme des Arabes yéménites tribaux métissés ou d'autres groupes arabes venant de l'extérieur du Yémen, tandis que les 5% restants, voire peut-être jusqu'à 10%, sont des Afro-Arabes. Essentiellement venus d'Afrique de l'Est, Djibouti, Somalie, etc., avec une minorité asiatique. Principalement de pays musulmans comme l'Inde, le Pakistan et l'Indonésie. Pour les prises électriques, ils utilisent une fusion intéressante des prises de type A, D et G. Ils conduisent à droite. En ce qui concerne la monnaie, ils utilisent le rial yéménite. Cependant, c'est compliqué car le Nord n'accepte pas les nouveaux billets imprimés par les installations d'impression du Sud à Aden, qu'ils considèrent comme du vandalisme économique. Cela crée ainsi deux monnaies distinctes avec des taux de change séparés. Quant à la conduite, les lois de circulation au Yémen sont très souples. Jagar Pip Saleh affirme que les lois sur la ceinture de sécurité sont peu appliquées. Porter une ceinture pourrait même attirer l'attention de la police, qui pourrait penser que vous cachez quelque chose. Il n'est pas rare de voir de jeunes enfants conduire voiture, camion ou bus. J'ai vu cela plusieurs fois lors de mes voyages. Donc, en tant que pays arabe, le Yémen parle évidemment l'arabe comme langue officielle. Cependant, ils ont leur propre dialecte yéménite distinct. Aussi, gardez à l'esprit que l'arabe a largement évolué à partir du Yémen, mais il n'y avait pas que cette langue. Le Yémen abrite encore aujourd'hui des communautés parlant des langues sémitiques anciennes uniques, comme le Mehri et le Razihi, que l'on trouve uniquement ici. En raison de leur isolement, tous sur l'île de Sakatara parlent le Sokotri. D'ailleurs, des écritures proto-sémitiques y étaient déjà utilisées vers 2000 avant Jésus-Christ à l'époque du royaume de Saba. Ces écritures, appelées Mousnad et Zabur, sont visibles dans les musées du Yémen. Et pour revenir à l'Éthiopie encore une fois, ces écritures sont essentiellement ce qui a inspiré l'écriture gé'ez, qui est utilisée aujourd'hui en Éthiopie et en Érythrée, pour écrire des langues comme l'amharique, le tigrinya et ainsi de suite. Certains pensent même qu'elle aurait inspiré l'écriture arménienne. Qui sait? De plus, les marins du Hadramout ont principalement migré et diffusé l'islam dans l'ouest de l'Inde et en Asie du Sud-Est. Tout ramène au Yémen? Tout ramène au Yémen, c'est fou. Bon, passons à la suite. Côté foi, religion, l'immense majorité du pays est musulmane. D'après mes recherches, on arrive à environ 60 à 65% sunnites, 35 à 40% chiites. Il est difficile de donner des chiffres précis, chaque camp revendiquant plus que les statistiques officielles. Comme mentionné, le groupe Houthi dans le nord est chiite, surtout composé de zaïdites. Environ 1% du pays est non musulman. Petite note supplémentaire pour beaucoup d'entre vous. Vous vouliez aussi que je précise qu'avant 1950, avant leur départ massif pour Israël, le Yémen comptait une importante population juive ancienne datant du 1er siècle avant Jésus-Christ, appelée juifs taïmanim de la branche Mizrahi. Ils sont reconnus comme parmi les plus traditionnels et anciens, ayant le mieux conservé l'hébreu. Très bien, maintenant que nous avons vu les bases, passons à des aspects plus dynamiques de la culture et du peuple yéménite. Et il n'y a rien de plus dynamique que le sport. Donc avec cela, passons à la partie sur le sport. Salut les gars, je suis de retour. J'ai manqué le dernier épisode, mais Tartan et moi sommes ravis d'être là. Dis bonjour mon pote. Alors, que faites-vous dans les stades du Yémen? Vous dites Yémen, c'est le Yémen. Ouais, donc il a fallu presque tout l'épisode pour placer ce jeu de mots. En tout cas, soyons honnêtes, en matière de sport, faire la une des journaux internationaux pour leurs prouesses sportives n'est pas vraiment la priorité numéro 1 du pays en ce moment. Vous savez, si vous êtes au courant de ce qui se passe là-bas, cela ne veut pas dire pour autant qu'ils n'aiment pas le sport, et bien sûr, ils continuent à pratiquer des activités. Le sport le plus traditionnel qu'ils pratiquent et pour lequel ils sont connus, c'est le saut de chameau. On saute de bosse en bosse sur le chameau. Oh mon Dieu! D'accord, tu as droit à une par épisode. Alors, garde à l'esprit que cette tradition ne se trouve que sur la côte ouest et qu'elle est propre à la tribu tsaranique. Donc, c'est vraiment propre aux tsaraniques. Ils portent souvent du bleu et réalisent cela lors de mariages et festivals. Pourquoi? Parce qu'ils le peuvent. Si tu veux sauter un chameau, tu peux, à condition d'en avoir un. Sinon, tu pourrais tomber sur d'autres sports traditionnels comme le très cool Al-Tatib, un art martial de combat au bâton. En fait, il est originaire d'Égypte. Comme dans d'autres pays, ils jouent au kabaddi, qui est un jeu du type chat perché. Tu sais, c'est toi le chat. Comme dans la majeure partie du monde, le football est le sport le plus populaire. Et leur joueur le plus célèbre est probablement Ali Al-Nono, contrairement à Ali Aliasias.
L'équipe nationale, malheureusement, n'est pas vraiment bien classée dans le classement de la FIFA. Elle est actuellement à la 156e place, mais ils ont des équipes nationales U15 et U16 qui sont potentiellement prometteuses. Le Yémen a même remporté les championnats juniors de la Fédération de football d'Asie de l'Ouest en 2021 et 2023. En ce qui concerne les autres sports, la plupart des Yéménites vous parleront de Nassim Hamed, aussi connu sous le nom de Prince Nassim, le boxeur le plus populaire de tout le Yémen. Il a concouru pendant 10 ans entre 1992 et 2002 et en 2015, il a été intronisé au Temple international de la renommée de la boxe. Donnez un trophée à cet homme. Ah, attendez, ils l'ont déjà fait car il a déjà gagné. Il doit avoir de nombreux trophées dans son grenier. Voilà pour la partie sport. Je dois y aller maintenant et manger un seau de Saint-Doux parce que j'ai abandonné et je n'ai pratiquement plus aucune exigence pour mon alimentation. Et Tarchin non plus. On va manger jusqu'à en mourir et ne survivra sans doute pas au prochain épisode. Santé les gars. Prenez soin de vous. Merci Art. Oh, et en parlant d'art, il y a tellement de choses à dire sur ce que les Yéménites ont créé et qui les a fait connaître dans le monde de l'art. Mais pour expliquer davantage la culture et tout ça, voici Anna sortie de nulle part avec encore des infos culturelles. À toi Anna. Salut à tous, je suis de retour. Au cas où vous auriez oublié, je suis maman d'un bébé. C'est pour ça qu'elle est occupée en ce moment et qu'elle a une vie. Donc, pour comprendre le Yémen, il faut d'abord comprendre la structure sociale à laquelle beaucoup de gens adhèrent. Je parle de la structure tribale. Au Yémen, la structure tribale descend généralement de l'union tribale à la tribu, puis au clan et enfin à la maisonnée. Et la plupart des Yéménites peuvent retracer leur lignée à travers toutes ces catégories sur plusieurs générations. Dans ce contexte, la culture du Yémen est extrêmement diversifiée, selon la région où vous vous trouvez. Par exemple, dans les régions du Nord, beaucoup de personnes peuvent être considérées comme plus conservatrices et d'origine chiite, et ainsi leur culture repose davantage sur la poésie et les chansons. Les femmes portent plus souvent le niqab en public. Dans le Sud, les codes vestimentaires sont un peu plus souples. Cependant, des deux côtés, il existe une grande variété de robes djalabia ou balto aux motifs colorés. Ces robes sont généralement accessoirisées avec des bijoux en akik ou en agate, comme on en extrait couramment au Yémen. Quant aux hommes, contrairement aux autres pays du Golfe, les hommes au Yémen sont plus enclins à porter un turban et des futas ou kilts arabes. Je veux que tout le monde sache que je ne lis pas les scripts à l'avance et voyez, il est là sur ce prompteur. Anna pratique la lecture à vue depuis des années. Elle maîtrise cette technique. Je suis une pro. Et en étant assis, vous remarquerez que beaucoup d'entre eux utilisent souvent des abouasses ou des ceintures de maintien. Elles servent de soutien pour le dos afin qu'ils puissent s'asseoir confortablement dans des endroits sans rien pour s'appuyer. Les mariages sont presque toujours arrangés par la famille et la pratique de la dot ou du prix de la mariée est très courante. La famille du marié est censée couvrir tous les frais de la cérémonie de mariage. Je trouve ça génial, parce que ma famille a payé pour mon mariage. Bref, une autre chose, la culture des armes. Il n'est pas du tout rare de voir des hommes porter soit un djabia, soit un poignard courbé, ou même simplement une arme à feu. Les armes à feu sont en fait considérées comme un droit et non comme un privilège au Yémen et sont donc autorisées sans permis ni licence. On suppose que presque chaque famille en possède au moins une ou deux et ils ont ça en commun avec l'Alabama. Je veux dire, maintenant tout le monde a une arme. Et tu vas ajouter la famille d'Alabama. Je veux dire, c'est tout simplement vrai, c'est tout simplement vrai. Dans le domaine de la poésie, le poète le plus populaire du Yémen est Abdallah al-Baradouni et son œuvre reflète les années de conflit et d'instabilité dans ses pièces poignantes. Dans l'art, le Yémen est notamment reconnu pour le takrim, vitrail aux motifs géométriques rouge, bleu, vert et jaune. De nombreuses maisons et bâtiments en ont, et cet art s'est ensuite diffusé dans le reste du monde arabe. La forme la plus emblématique de la scène artistique du Yémen reste sans doute son architecture traditionnelle. Comme mentionné, le Yémen comptait parmi les plus anciens immeubles de grande hauteur au monde. En raison du terrain, ils ont adapté leurs bâtiments aux rochers et falaises en utilisant des techniques traditionnelles de maçonnerie en terre et en pierre, ainsi que des décors extérieurs en plâtre sculpté, créant ainsi ces merveilles d'artisanat arabe. En plus, l'intérieur des bâtiments affichait une conception ingénieuse avec des appuis de fenêtres bas et une ventilation assurée par des caissons de refroidissement nommés shoeback intégrés dans les murs. À l'intérieur de ces murs, certaines pièces étaient polyvalentes, dont une souvent réservée à recevoir des invités, parfois en musique. Et avec ça, oh, le prompteur me dit que Kate, notre musicien habituel, est occupé. Il dirige des circuits musicaux en Floride. Mince. Pour approfondir la musique du Yémen, une spécialiste en géographie va vous l'expliquer.
Le Yémen possède un riche patrimoine musical et est bien connu dans le monde arabe pour ses sons distinctifs. En fait, l'UNESCO a désigné l'Alinaou Sana'ani, des chants poétiques, comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Le Yémen a même une journée nationale de la chanson le 1er juillet. Il existe de nombreux styles de musique régionaux, mais les deux principaux et les plus célèbres sont probablement le style Sana'ani et le style Hadrami. Le style musical Sanani ou Sana'a se spécialise dans l'utilisation d'une poésie chantée appelée kamimi, accompagnée des mélodies du rud ou du umbus. La musique Hadram, en revanche, est généralement considérée comme le style le plus influent, ayant inspiré de nombreux autres styles musicaux, non seulement dans le monde arabe, mais aussi jusqu'en Afrique de l'Est, en Inde et en Asie du Sud-Est. Le chanteur le plus célèbre est probablement Abu Bakr Salim, ainsi que d'autres comme Arwa et Bilkiz, Ahmed Fatri et des artistes juifs yéménites comme Arfa Haza. Aujourd'hui, de nouveaux artistes comme Mohamed Al-Kahoum tentent de raviver la musique Hadrami. Merci. Bon, après tout ça, je pense que maintenant vous commencez peut-être à avoir une idée de ce qu'est le Yémen, du moins en surface. Mais qu'est-ce que le Yémen pour le reste du monde? Observons cela un peu plus dans le prochain segment, d'accord? Zone d'amitié. Oh là là, c'est parti. Ça va devenir intéressant parce qu'avec le Yémen, la diplomatie est étonnamment très compliquée. Tout dépend en quelque sorte de si vous demandez au nord ou au sud. Avant d'aborder les conflits, commençons par les acteurs extérieurs que les deux camps considèrent comme proches ou avec qui ils revendiquent un lien. Les nations d'Afrique de l'Est proches de la mer Rouge, telles que l'Éthiopie, l'Érythrée, le Soudan, Djibouti et la Somalie, entretiennent depuis longtemps des liens étroits avec le Yémen en raison de leurs histoires entremêlées. Beaucoup de personnes de ces pays ont migré les uns vers les autres par le passé, se sont mariées entre elles et partagent des valeurs similaires, souvent ancrées dans l'islam ou dans des nuances culturelles générales. Cela peut sembler exagéré, mais on m'a même dit que peut-être l'Indonésie et l'Égypte sont de bons amis, l'Égypte étant autrefois la destination lune de miel des couples yéménites avant les conflits. L'Égypte est souvent vue comme un pays respecté, tandis que l'Indonésie a un lien fort. On attribue la diffusion de l'islam aux marins hadramis, venus du Yémen il y a des siècles. Et aujourd'hui, il existe même une petite communauté d'entre eux vivant encore en Indonésie. Si l'on se rapproche, bien sûr, cela dépend de la personne à qui vous demandez, que ce soit du nord ou du sud du Yémen. Sans surprise, la partie nord-houtiste, donc chiite, du Yémen a reçu des marques de sympathie d'autres nations à communautés chiites, comme l'Iran et certaines régions de Syrie et du Liban. L'Iran nie toute implication dans les conflits. À vous de juger cette affirmation. En 2024, la Corée du Nord a déclaré dans ses médias d'État avoir livré des armes aux Houthis au Yémen via l'Iran, dévoilant ainsi partiellement l'implication iranienne, bien que cela était déjà suspecté. Pour le sud du Yémen, ce sont surtout les États du CCG, menés par l'Arabie Saoudite, qui les ont soutenus durant la guerre civile et lancé une rébellion contre les Houthis. Petite parenthèse, ce conflit est aussi la principale raison pour laquelle le Yémen est le seul pays du Golfe qui n'est pas membre du CCG. Mais si on prend du recul et qu'on met de côté tout le drame, il y a un pays qui est apprécié par les deux camps. Sans surprise, c'est Oman. Je veux dire, tout le monde dans le monde arabe aime Oman de toute façon, mais dans cette situation particulièrement tendue, ils ont joué leur propre jeu avec sagesse. Seul pays du CCG à rester à l'écart, ils ont refusé d'intervenir dans la guerre civile au Yémen. Les diplomates omanais ont tenté de servir de médiateurs entre les parties. Oman et le Yémen ont une histoire commune étroite en tant que pays voisins et de nombreux traits culturels, ce qui favorise une grande compréhension mutuelle. À ce jour, Oman est sans doute le seul pays en qui les deux camps ont pleinement confiance et qu'ils apprécient. Vive Oman! En conclusion, si vous retirez simplement tout ce qui est moderne et compliqué du Yémen, non seulement vous remarquerez que c'est vraiment le joyau secret, caché et intouchable du monde arabe, mais il le mérite vraiment, car c'est en quelque sorte ici que tout a commencé. Il n'y a pas de meilleure façon de conclure tout ce qui concerne le monde arabe que de tout ramener là où tout a commencé. Le Yémen. Restez à l'écoute. Notre avant-dernier épisode sur un pays, la Zambie, arrive juste après.